D'accord, merci beaucoup, c'est Mohamed. Alors, donc, je passe au partage de mon écran et après, on entamera directement la formation. Alors, donc, j'espère que tout le monde pourra me voir et m'entendre. Donc, vous pouvez me laisser des messages sur l'option chat. Comme ça, je répondrai aux questions ou aux commentaires si vous n'arrivez pas à bien m'écouter ou me voir. D'accord? Alors, bonjour, salam alaikum et Ramadan Karim. Donc, je me présente, je m'appelle Ne'mat Degoun. Je suis actuellement responsable de système de management qualité, de système de management santé, sécurité et environnement dans une multinationale de câblage automobile. Donc, j'ai pratiquement 10 ans d'expérience dans le secteur automobile. C'est entre câblage automobile et électronique. Donc, j'ai travaillé principalement dans le département qualité et HSE. Et je suis ravie de vous recevoir et de vous présenter un petit peu par rapport à la norme ISO 14001 version 2015. Donc, je passe au partage de mon écran. Alors, c'est OK? Vous arrivez à voir? Mohamed Ali, est-ce que tu peux confirmer, s'il te plaît? Oui, d'après les commentaires, c'est clair. On peut continuer. Merci. D'accord. Donc, la formation se déroulera en 1 heure et demie, Inch'Allah. Donc, espérons qu'on pourra respecter le temps, même s'il y a beaucoup de choses à dire et à expliquer par rapport à cette norme. Je vais essayer de parler principalement français, même si ce n'est pas notre langue natale, mais on a des participants qui n'arrivent pas à comprendre l'arabe. Donc, si parfois on va prononcer des mots arabes, on va s'excuser, on va ensuite traduire. Donc, comme j'ai dit, j'espère que vous êtes en train de passer un bon confinement. Quand même, je vois qu'il y a pas mal de côtés positifs dans ce confinement, principalement le côté impact environnemental. Donc, la nature est en train de respirer et de se restituer petit à petit, loin des êtres humains. Donc, on va parler aujourd'hui de l'environnement, mais dans une perspective différente. C'est dans la perspective de l'ISO 14001, version 2015. Alors, à la barakatillah, on commence. Donc, la version 2015, il a apporté par rapport à l'ancienne version de 2004 beaucoup de modifications radicales par rapport à la forme et par rapport au contenu. Donc, on voit dernièrement que plusieurs sociétés, elles désirent d'être certifiées ISO 14001. Donc, la couronne qui est la certification donne beaucoup d'avantages pour ces sociétés. Donc, le principal avantage, c'est que cette certification aide les entreprises à démontrer leur capacité d'être une entreprise citoyenne par la maîtrise de ses activités et l'impact sur l'environnement. Donc, l'objectif principal de ce webinaire, qui est une formation rapide, c'est de comprendre et d'appréhender les exigences de la norme ISO 14001 version 2015. En plus, si vous êtes un professionnel et vous désirez implémenter un système de management environnemental, donc j'espère pouvoir vous expliquer et vous aider un peu pour déployer les exigences et relever les écarts par rapport au référentiel. Donc, le programme de cette formation commencera par la définition du système de management environnemental. On passe ensuite au contexte de l'organisme, leadership, risques et opportunités, qui est une notion nouvelle de la norme, la partie support, partie activité opérationnelle, et on terminera par l'évaluation et l'amélioration. Ce sont pratiquement les chapitres de la norme ISO 14001. Alors, on commence par une petite définition. Donc, permettez-moi de rendre ce webinaire un peu spécial et une occasion d'échange. Puisque les micros ils sont coupés pour des raisons d'organisation, s'il vous plaît, si vous avez des questions, et si j'ai bien sûr des questions, j'aime bien que vous répondez par le chat. Je vais instantanément lire vos messages et essayer de vous répondre. Donc, merci en avance. Donc, j'espère que cet échange sera fructueux et on apprendra l'un de l'autre. Donc, c'est quoi un système de management de l'environnement?
Donc, j'aime bien recevoir directement des réponses, mais en attendant, je vais donner un résumé par rapport à cette définition. Donc, un système, c'est ensemble d'activités corrélées entre elles et qui a des éléments d'entrée pour pouvoir donner des éléments de sortie. Les éléments de sortie, c'est la performance et la satisfaction des parties prenantes ou intéressées par le système de management. Donc, les piliers du système de management environnemental sont la gestion des aspects environnementaux, la satisfaction aux obligations de la conformité en vigueur et bien sûr le traitement des risques et opportunités. Donc, en bref, le but principal d'un système de management de l'environnement, c'est la protection et la lutte contre la pollution de l'environnement qui émanent des activités et des aspects environnementaux de toute entreprise. Donc, Ali, si vous permettez, je ne sais pas, est-ce que l'option de chat elle est active parce que je n'arrive pas à voir les messages. Donc, excusez-moi. Oui. Ali, est-ce que tu peux écrire? D'accord, ça marche? Oui. D'accord, parfait. Alors, on continue. Pourquoi on a besoin d'un système de management environnemental? Donc, on voit dernièrement plusieurs sociétés aiment et désirent se certifier avec l'ISO 14001 et avoir un système de management performant et structuré. Mais pourquoi faire? Donc, pourquoi? Parce que les chiffres qu'on a actuellement par rapport à l'environnement et par rapport à la pollution, ils sont vraiment terrifiants. Donc, ici, je vais présenter quelques chiffres. La pollution, elle fait 9 millions de morts chaque année. Pourquoi les 9 millions? Parce que la pollution, il cause des maladies fatales. Beaucoup de maladies sont à l'issue de la contamination de l'eau, la contamination atmosphérique, les déchets solides, la contamination de la nappe phréatique, etc. En plus, on a 8 millions ou plus de tonnes de déchets plastiques qui sont annuellement déversés dans les océans. Bien sûr, ces déchets ils sont avalés par les êtres vivants aquatiques. Et puisque nous sommes, l'être humain, il fait partie de la chaîne alimentaire, donc ça revient en fin de compte vers nous et nous, on consomme les poissons et bien sûr, on consomme avec eux les déchets plastiques. Les populations d'espèces vertébrées ont diminué de 60%. Et vous connaissez l'importance des espèces vertébrées dans l'environnement et dans la chaîne de vie. Donc, si on a une diminution, donc on a un impact catastrophique sur l'environnement et un déséquilibre total. Il y a un paradoxe vraiment fatal qui fait partie de notre vie. C'est que l'être humain, il est actuellement en train de couper des centaines et des millions d'arbres pour faire et fabriquer des papiers cartons et en fin de compte, il écrit sur les brochures, sur les papiers, « Please, sauvez les arbres ». Ça, je le considère comme un paradoxe fatal. Il n'y a aucun être vivant sur la planète qui pourra faire ça à part l'être humain. Donc, on est littéralement en train d'écraser notre environnement et c'est malheureux. Alors, pourquoi on a vraiment besoin d'un système de management environnemental efficace qui pourra nous aider à se maîtriser? Parce que la mondialisation, elle a pollué carrément l'environnement. Elle a causé la surconsommation des ressources. On n'a plus de charbon, on n'a plus de pétrole comme avant, on n'a plus d'eau, on n'a plus d'atmosphère sain et sauf comme avant. On a également beaucoup de déchets émanés de cette industrie. Donc, on n'arrive pas à les gérer parce qu'on n'arrive pas à les recycler tous. Donc, on a des déchets solides qui restent dans l'environnement pendant 400 ans ou bien des milliers d'années qu'on n'arrivera jamais à détruire ou à faire disparaître de cet environnement. Nous remarquons aussi qu'à cause de la mondialisation, on a beaucoup de changements climatiques et on a une dégradation de l'écosystème et une perte de biodiversité. Donc, en face de tous ces effets de la mondialisation, on a des attentes sociales. Mon attente, ton attente, les attentes de la société, les attentes de l'être humain. Donc, l'être humain, il a besoin de faire de l'industrie, de faire de profit,
mais tout en gardant un développement durable, c'est-à-dire garder un environnement sans pollution. On a besoin des industries de la transparence et de la responsabilité par rapport à leurs actes et de la maîtrise de leur impact de l'environnement. Donc, tout ça mène les gouvernements à établir une réglementation très stricte. Comme vous pouvez remarquer, dernièrement, on a chaque année des COP. Donc, c'est la conférence des parties. Donc, le Maroc, en 2016, a organisé la COP 22. Et depuis la COP 22, on a vu submergir beaucoup de lois très strictes qui régissent la partie environnementale et qui mettent vraiment de barrières et des restrictions pour les industries. Donc, le Maroc est un petit exemple par rapport à ça. Donc, afin de donner réponse à cette réglementation stricte et afin de lutter contre nos effets néfastes sur l'environnement, les sociétés et pratiquement les industries ont besoin d'un système de management environnemental efficace et performant. Alors, donc, c'était un aperçu par rapport au système de management environnemental et son importance dans l'industrie. Je parle toujours de l'industrie parce que c'est pratiquement l'activité humaine qui génère beaucoup de déchets et qui a un impact très significatif sur l'environnement. Donc, maintenant, je vais passer à la structure de la norme. Donc, la structure HLS qui est nouvelle et que la version 2015 a incarné. Qu'est-ce que ça veut dire, High Level Structure? Donc, la HLS, il se base d'abord sur l'analyse du contexte de l'organisme, chose qui n'était pas avant ou bien qui n'était pas très explicite dans les versions antérieures. Donc, il se base, il met le leadership au centre de toute activité de l'organisme. Il se base également sur la détermination des risques et opportunités. Ça, c'est une nouveauté aussi dans l'ISO 9001, qui est la sœur de l'ISO 14001. Donc, tout organisme doit déterminer les risques et opportunités de chaque processus, que ce soit de la partie managériale, de la partie réalisation ou de la partie support. La nouveauté aussi de la norme, c'est la planification préventive. Donc, on n'attendra pas qu'on aura l'impact négatif, etc., et qu'on va subir les conséquences. La norme, il insiste sur la planification de la prévention, c'est-à-dire prévenir avant de corriger. Aussi, la planification de l'atteinte des objectifs. Chaque système de management, que ce soit environnemental ou de qualité, santé et sécurité, il a besoin des objectifs. On doit définir les objectifs et on doit planifier comment on va atteindre ces objectifs. On doit également planifier et mettre en œuvre et maîtriser les processus, tout type de processus. Donc, la nouvelle structure de la norme ou de la version 2015, il vise à simplifier la documentation, à maintenir bien sûr l'information documentée qui va servir à garder la performance du système, mais bien sûr sans bureaucratie. Parce que dans les versions antérieures, on voyait beaucoup, que ce soit sur la 9001 ou l'ISO 14001, on voyait beaucoup de documents nécessaires, la documentation nécessaire. Heureusement, avec l'évolution de technologie, on n'a pas besoin de tout imprimer et ça, c'est pour le bien de l'environnement. Donc, la version 2015, il a apporté une simplification documentaire mais efficace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement cette high level structure? C'est une incarnation logique et facile à mettre en œuvre selon la roue de Dunning. Donc, vous connaissez tous la roue de Dunning, c'est la PDCA, Plan, Do, Check et Act. Donc, si vous remarquez, donc la procédure ou bien la démarche de l'ISO 14001, il incarne la roue de Dunning. Excusez-moi, je pense que j'ai maintenant quelques messages. OK, merci. Donc, je disais que la norme, il incarne la démarche PDCA. Donc, on a au total 10 chapitres dans la norme. Les 3 premiers chapitres sont dédiés au domaine d'application, aux références
références normatives et aux termes et définitions. Parce que c'est important, même si ces chapitres, ils ne contiennent pas des exigences, mais c'est important de lire les termes et définitions, de lire qu'est-ce que ça veut dire un aspect et que ça veut dire un impact, parce que la norme, elle définit ça clairement. Donc, pour moi, par exemple, je travaille toujours avec le référentiel en anglais, parce que l'origine de la norme, c'était écrit en anglais. Et parfois, les traductions françaises sont parfois, ils donnent des confusions ou un petit peu erronées. Donc, si vous êtes un responsable de système de management, veuillez utiliser la version anglaise, c'est beaucoup mieux. Alors, donc, je disais que les 3 premiers chapitres ne contiennent pas des exigences. Par contre, à partir du 4e chapitre qui parle du contexte de l'organisme, on commence à avoir des phrases comme l'organisme doit prendre en considération, l'organisme doit prendre en compte. Lorsqu'on lit cette phrase dans la norme, on comprend directement que c'est une exigence auditable qu'on doit respecter. Et si on ne respecte pas, on aura une non-conformité majeure. Parce que le non-respect d'une exigence dans la norme, ça veut dire une non-conformité généralement majeure. Alors, donc, dans la partie planification, selon le roue de Deming, on a la définition de contexte de l'organisme, on a la partie leadership, c'est-à-dire les rôles et les responsabilités de chacun dans le système de management, et on a la partie planification. D'accord? Donc, dans ces 3 chapitres, on définit principalement le corps de notre système de management. Parce que ces 3 premiers chapitres sont les chapitres les plus importants qui contiennent des exigences et qui tracent la forme et le contenu de notre système de management. Ensuite vient la partie réalisation. Donc, il y a des responsables et des auditeurs qui considèrent que le chapitre 7 support et fait partie de la planification, et d'autres, ils le classent dans la partie réalisation. Pour moi, c'est entre planification et réalisation, parce que dans le chapitre support, on a la planification des ressources, la prise en compte des ressources nécessaires. Donc, c'est à la fois planification et à la fois mise en place des ressources, c'est la réalisation. Donc, la partie D, on a le support et le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est-à-dire la réalisation des activités qu'on a planifiées en amont. Donc, ensuite, pour pouvoir vérifier l'efficacité et la performance de notre système de management, on a le chapitre 9 où on va trouver les audits, la revue de direction, la surveillance, etc. Donc, en fin de compte, on a le chapitre 10, c'est pour l'amélioration. Parce que quand on fera l'audit, on détectera certainement des gaps par rapport, ou bien des écarts par rapport au référentiel, ou bien par rapport aux exigences internes qu'on a, et on a besoin de réagir et d'apporter des améliorations. Et c'est ça l'objectif de chapitre 10. Donc, j'aime bien savoir si la structure HLS elle est bien claire pour tout le monde. Donc, toujours dans la structure de la nouvelle version de la norme, on trouve la notion des enjeux internes et externes ainsi que les attentes de parties intéressées pertinentes. Ici, cette cartographie, elle schématise les différents chapitres de la norme et il met le leadership au cœur de la schématisation. Si vous voyez ici, je vais utiliser le crayon. Donc ici, la norme, elle met le leadership vraiment au centre parce que c'est le leadership qui va assurer la planification, qui va assurer la définition des enjeux, qui va prendre en considération les éléments d'entrée pour ensuite les transformer en éléments de sortie et qui va ensuite évaluer et améliorer le système de management pour atteindre la performance escomptée. Donc, ça ressemble un petit peu aux cartographies des processus si vous êtes familiarisé avec l'ISO 9001. Donc, lorsqu'on a les processus de management, les processus de réalisation et puis les processus support, on a des éléments d'entrée qui sont généralement les attentes des parties intéressées et on a les éléments de sortie qui sont la satisfaction des attentes des parties intéressées. Donc, ce schéma, il est un petit peu le même par rapport à la cartographie. Donc, je voulais ici expliquer
que la structure de la norme, il englobe la route de Ming en prenant en considération des éléments d'entrée, bien sûr, pour atteindre les résultats escomptés. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, c'est le domaine d'application de notre système de management d'environnement qui va faire la transformation. C'est comme une boîte noire qui va faire la transformation de ces éléments pour atteindre les objectifs.